BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 juillet 2025, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne, bienvenue, vous le savez, dans ce rendez-vous tech sur BFM Business que nous vous proposons chaque soir, du lundi au jeudi, 20h, 21h30, dernière semaine avant quelques jours de congé. On reviendra, notez-le d'ores et déjà, le 25 août, mais tout au long de cet été, bien évidemment, vous pourrez retrouver Tech & Co avec les meilleurs moments de ces derniers mois. Avec au sommaire, ce soir, dans ce Tech & Co, eh bien, on va revenir sur ce mercato des ingénieurs d'IA après OpenAI. C'est Apple qui se fait shipper un ingénieur par Meta. On va en parler dans quelques instants. Jack Dorsey, vous le savez, le cofondateur de Twitter, eh bien, a une nouvelle idée, l'appli BitChat qui permet de discuter entre amis sans réseau. Comment ça marche? On va tout vous expliquer. Et puis tout à l'heure, à partir de 21h, 3 startups New Space seront sur le plateau de Tech & Co à l'occasion des assises du New Space qui se déroulent à Paris. Voilà le sommaire de ce Tech & Co. Un grand merci d'être avec nous, comme chaque soir, et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et bien sûr, le débrief de l'actu tech avec ce soir, pour commenter l'actu sur le plateau de Tech & Co, Marion Moreau. Salut Marion. Salut François. Un plaisir de te recevoir, journaliste et fondatrice d'Hors Normes Média. À tes côtés, tiens, dans Hors Normes Média, voilà un gars qui a travaillé longtemps dans les médias et notamment chez Allociné, dont tu es le cofondateur, je crois bien. Alors, presque le cofondateur, le directeur général pendant très longtemps. Pendant 13 ans, c'est ouais, ça. Exactement. Et c'est Frédéric Krebs qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François. Directeur du développement chez Palico aujourd'hui et ex-partner New Fund. Et Frédéric Simotel, bien sûr, toujours fidèle au poste. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant de prendre sa serviette de plage et son parasol, toujours ici, dans le 15e à Paris. Voilà, toujours. Ben voilà. Pas mal de sujets intéressants. On va parler d'intelligence artificielle, bien sûr, avec deux actus liés à Apple. On évoquera, je vous le disais, la dernière facétie de Jack Dorsey qui veut lancer une appli qui s'appelle BitChat et qui est assez étonnante techniquement. On essaiera de comprendre comment ça marche. Et puis, on parlera aussi de voitures autonomes avec Waymo. Et puis, de l'actualité des opérateurs télécoms avec SFR qui serait sur le point d'être démantelé, même s'il n'y a aucune information officielle. Enfin, ça commence véritablement à fuiter de part et d'autre. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Mais pour débuter, donc, on continue ce mercato des ingénieurs IA. On connaissait juste à côté, là, chez RMC Sport, le mercato des joueurs de foot. Eh bien, il y en a un qui est encore plus impressionnant, les amis. Eh ben, c'est celui des cadors de l'IA qui s'arrachent à prix d'or. Rappelons que Mark Zuckerberg met sur la table pour les meilleurs qui rejoignent l'équipe de Meta et qui étaient chez OpenAI un bonus de bienvenue de 100 millions de dollars et après c'est 100 millions par an, quoi. C'est des sommes encore plus mirobolantes que celles des joueurs de foot, pour vous montrer à quel point aujourd'hui ces gens-là sont précieux finalement. Et Mark Zuckerberg le dit, il est en train de créer sa Dream Team de super-héros de l'IA, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que Apple était relativement épargné de ce mercato. Eh bien pas du tout, puisque Meta a shippé à Tim Cook et à l'équipe d'Apple, donc, eh bien, un ingénieur qui était haut placé, Fred, chez Apple, qui, eh bien, visiblement, a cédé aux sirènes de Mark Zuckerberg et qui va rejoindre donc l'équipe de Meta, rappelons-le, pour essayer d'accélérer sur cette IA générative que Meta met en place depuis des années, mais qui n'arrive véritablement pas à décoller par rapport à ChatGPT. C'est un vrai problème. Et donc, Ruoming Pang, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est le principal responsable de l'IA chez Apple, eh bien, ça en va. C'est lui qui travaille notamment sur le futur Siri. Donc là, c'est vrai qu'il va être embêté là. Oui, et c'est vrai que où on voit quand même l'histoire parce qu'à la fois il se renforce Zuckerberg, mais de l'autre côté il affaiblit beaucoup les autres. Mais surtout quand on regarde un par un, alors quand on va creuser dans la presse américaine, ils nous font le CV de tous les 12-15 cerveaux qu'il a recrutés, parce que c'est ce qu'il faut bien comprendre. Dans l'IA aujourd'hui, on a plein de développeurs, il y a plein de gens super
puissants. Mais les très très bons, il y en a 200, 250. Et puis les très 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 bons, ils sont 60, 80. Beaucoup de Français d'ailleurs dans ce domaine. Eh bien, c'est là-dessus, sur ces profils-là qu'on va chercher. Et surtout, on va aller chercher des profils différents. On ne va pas prendre les 4 meilleurs développeurs sur un certain modèle. Pour compléter en fait une recette parfaite. On va en avoir un qui est plutôt bon sur les modèles fondamentaux, on va en avoir un qui est bon sur la voix, on va en avoir un qui est bon sur... Et c'est un peu ce que fait Mark Zuckerberg, il les a repérés et il est allé piocher. Alors effectivement, à coût de centaines de millions de dollars, on en reparlera parce que ça dérègle à la fois les autres, mais ça dérègle aussi le système salarial un peu partout parce que, comme partout, ça fait monter les salaires. Garder leur talent. Donc voilà, donc on voit, ça fait accélération de l'innovation. Ce qui est je pense que là, il y a, malgré tout, chez Apple, alors tout ne repose pas forcément que sur un homme, mais quand même, chez Apple, on en parlait déjà plusieurs fois cette semaine, un peu en panne d'innovation IA, avoir quelqu'un qui mène un peu les projets qui s'en va, c'est quand même un peu dur. Bon, il y a sans doute un successeur derrière, mais c'est un peu compliqué. Marion, ton point de vue là-dessus, puis après Fred nous donnera son avis. Oui, non, mais le mercato, c'est le bon mot. C'est vrai que ça fait pas mal d'années déjà qu'on voit des mouvements comme ça avec des montants qui sont assez stratosphériques. D'ailleurs, Sam Altman a réagi, je crois, chez OpenAI en requalifiant un petit peu les montants, les incentives, comme on dit, salariales en interne chez OpenAI, parce que ça met effectivement le bazar, comme tu disais. C'est des gens qui sont extrêmement bien payés, mais ils sont payés parce qu'ils ont une sacrée compétence, en fait. C'est eux qui écrivent l'histoire, quand même, de l'IA. On parle quand même d'une science aujourd'hui, et donc ils sont pas non plus, ils sont pas 100 000, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de les attraper assez vite. Après, moi j'y vois derrière ces pêches, on va dire, à la ligne des talents. La guerre des talents, c'est aussi les valorisations d'entreprises, parce que on se souvient de Twitter par exemple, dans laquelle vous y êtes sans doute allé, ou en tout cas à San Francisco, il y a une chasse des talents en permanence, parce que ça rassure les actionnaires d'avoir les meilleures équipes, les meilleures compétences en interne, et on parle quand on parle d'Alexander Wang ou de la personne que tu as citée, ex-Siri, voilà, merci, ce sont des stars, en fait. Ils attirent eux-mêmes une communauté derrière eux de jeunes qui vont les suivre. Et ça, c'est vraiment Silicon Valleyien. C'est quelque chose qui est très, très Silicon Valleyien, mais qu'on retrouve aussi maintenant dans les écosystèmes chinois. Je lisais aujourd'hui dans une publication que je vous invite à regarder, qui s'appelle Rest of World, qui d'ailleurs a été fondée par la fille d'Eric Schmidt sur toute cette partie du monde, où ils font un article sur la Silicon Valley de l'IA. La région m'échappe, il faudra regarder pour celles et ceux que ça intéresse, mais c'est pareil, tous ces talents-là viennent dans un seul et même endroit, et ça s'accompagne évidemment de salaires mirobolants. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, on ne sait pas si Apple a essayé de surenchérir. Est-ce que Apple est dans cette logique, justement, de faire monter les enchères aussi pour garder ses ingénieurs IA? Visiblement, non. Toujours un petit peu moins bien, Apple. Ils sont réputés ils sont pour bien payer, mais... Alors que c'est la seconde boîte. C'est les actions qui valent cher. Ouais, c'est les actions qui valent cher. Ouais, et surtout, Apple veut chercher. Enfin, ils sont sur un autre terrain. Ils vont pas essayer de se battre absolument pour être le premier sur l'IA. Eux, ils sont plutôt sur la recherche d'un écosystème. Ils ont quand même un hardware, enfin de l'hardware en tout cas à maintenir. Donc c'est l'hardware, plus le software, plus de l'IA, plus aussi du média. On sait qu'ils sont extrêmement puissants maintenant grâce à Apple TV+. Donc eux, ils sont à la recherche d'un écosystème. Ils ne cherchent pas à être les premiers. Par contre, je pense qu'il y a une véritable guerre en ce moment ça y est, une guerre ouverte, on le sait depuis maintenant 2-3 ans. On sait aussi que OpenAI a aujourd'hui la première place dans la tête, dans tous les esprits de la Silicon Valley. Et ça va être difficile de les en déloger. Et en fait, le mouvement qu'est en train de faire Zuckerberg aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, je tente le tout pour le tout, pour essayer de revenir dans la course, un peu comme il avait fait avec les métavers, le métavers à un moment donné, mettre beaucoup d'argent. Aujourd'hui, entre les coûts d'infrastructure, en 2025, nos amis de Meta, ils vont mettre 65 milliards de dollars sur toute l'infrastructure dédiée à l'IA, sur l'ensemble de leurs actifs, plus les acquisitions. Les acquisitions, c'est Scale AI, c'est à peu près 14 et 15 milliards de dollars d'investissement. Donc ça y est, il y va franco. Et pourquoi? Pour essayer de reprendre en fait une certaine suprématie, parce qu'il sait que le public,
les users vont aller en fait vers ce qui se fait de mieux en fait en termes d'AI. Et aujourd'hui, entre Google, OpenAI, Anthropic, tout ça va essayer de tirer la couverture à eux pour être les premiers. Moi, je me demande aussi parfois s'il n'y a pas eu aussi un effet. Vous vous souvenez, il y a encore 2 mois, on se demandait OpenAI quel modèle ils allaient avoir. Ils voulaient un modèle plus lucratif. Il y avait un peu des tâtonnements. Les actionnaires n'étaient pas forcément pour. Sam Altman, lui, voulait aller vers cet univers-là. Et puis là, les choses. Meta, au moins, lui, les choses sont claires. Enfin, Zuckerberg, on peut. Oui, il a fait un virage vers le métaverse, puis un jour il s'est dit métaverse on va continuer, mais il faut vraiment qu'on aille vers l'IA, donc il a pris une autre direction, mais au moins il fait de l'open source, il a son modèle Llama qui veut améliorer, là il a peut-être une vision plus claire que Sam Altman, peut-être, il y a ça aussi, enfin, en tout cas au niveau OpenAI. Au niveau Apple, on le dit, il y a ces tâtonnements depuis un moment, donc il y en a un qui a un peu marre de se dire, en plus je peux avoir un gros chèque, allons-y. Après, je pense que où il va falloir faire attention, c'est que ça déstabilise pas tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les 4-5 géants qui sont en train de foncer. Bon, derrière, on a des Anthropic, on a des plus petits qui essaient de suivre. Là, la surenchère salariale, ça va être compliqué quand même de suivre. Et puis nous, en Europe, qu'est-ce qui empêche un jour de débarquer chez Mistral et de dire, les 10 meilleurs, je les... Alors, c'est pas aussi facile. Ils ont leur famille, ils ont tout ça. Enfin, c'est pas parce qu'on va être payé des centaines de millions de dollars qu'on va être plus heureux ailleurs. Mais il y a une certaine déstabilisation un peu de l'écosystème quand même. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est si on focus sur Apple, que va devenir en fait la partie IA d'Apple. Alors évidemment, il n'y avait pas que ce monsieur qui, rappelons-le, s'appelle donc Ruoming Pang. Il y en a d'autres, mais c'est compliqué pour Apple qui a énormément de retard sur cette IA générative. Je vous rappelle qu'on évoque un partenariat avec OpenAI, mais un partenariat costaud. C'est-à-dire que Siri pourrait être du ChatGPT finalement. Donc c'est intéressant de voir aussi quelle va être la direction qu'Apple va prendre pour les mois et les années qui viennent, parce que obligatoirement Siri ne peut pas rester comme ça. Siri, aujourd'hui, qui est un assistant vocal, quand on s'amuse à parler à ChatGPT, qu'après vous parlez à Siri, vous avez l'impression d'avoir 50 ans d'écart entre les deux. Et Apple ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Ne serait-ce qu'en termes d'image. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est intenable. Je pense qu'Apple, là, va reprendre encore des mois de retard, parce qu'il ne faut pas oublier que Ruoming Pang, ce fameux directeur technique un peu plus, il va attirer à lui, en fait, déjà toute la connaissance qu'il a accumulée. Est-ce qu'il n'y a pas certains de ses collaborateurs qui sont chez Apple qui vont pas le suivre ? Il va attirer ses collaborateurs, éventuellement. Et franchement, c'est vraiment un coup dur, en fait, pour Apple ici. Et je pense que on va se reprendre encore 6 mois, peut-être même 1 an de retard en fait dans les développements en fait liés à l'IA chez Apple. Et puis même en termes d'image, quand on te dit tu as le grand patron, un des grands patrons qui s'en va, on vient te recruter, tu dis oui, j'ai 3 propositions chez OpenAI, Anthropic et Apple. Je vais peut-être aller voir chez les autres. Donc ils vont avoir en plus cette difficulté. Et quand on sait qu'aujourd'hui on n'arrête pas de le dire, et heureusement pour nous Français, Européens, les talents c'est vraiment l'un des points clés dans l'IA. Si les talents ils vont ailleurs, c'est quand même moins bon, quoi. Alors Apple est prêt à payer des licences et des choses comme ça. C'est sans doute vers là qu'il va falloir aller assez vite. Quitte à racheter, ils avaient dit qu'ils rachèteraient peut-être Perplexity. Pourquoi pas ? Oui, on n'entend plus parler de cette histoire-là. Franchement. Après, peut-être que c'est en train de. Calme plat. Tu penses que ça va revenir ou pas ? C'est sûr. Aujourd'hui, Perplexity, c'est les seuls, en fait, parmi les géants, à avoir une voix un peu singulière, d'accord ? Avec je trouve, une offre de valeur qui est vraiment hyper clair. Et qui serait compatible avec Apple. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut revenir d'ici quelques semaines ou quelques mois. Non, je mets juste une autre focale en fait sur le sujet de Apple et l'IA, parce que si on regarde un petit peu les dépendances d'Apple, et notamment vis-à-vis de la Chine, si on regarde aujourd'hui aussi, donc Tim Cook, il est quand même pas dans une position très confortable aujourd'hui par rapport à ça. Même s'il y a une relocalisation tentée dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est pas simple pour lui. Ce qui n'est pas simple non plus, c'est le devenir de la chaîne de production. Aujourd'hui, les États-Unis, vous le savez, font face quand même à
voilà, des difficultés importantes. Ils y mettent les moyens. Donald Trump est derrière à fond pour pousser justement la production des puces via TSMC, mais ça prend du retard. C'est peut-être aussi, j'ai tendance à penser, mais c'est vraiment qu'une hypothèse, que dans la tête de Tim Cook, et c'est compliqué d'y être, c'est pas forcément une vision très simple à avoir de quel montant j'investis sur l'IA, quels sont les combats que je dois mener sur l'IA, est-ce qu'ils sont infrastructurels ou est-ce qu'ils sont d'usage, est-ce qu'ils sont partenariales, ou est-ce que je dois être une entreprise intégrée comme je l'ai toujours été, mais dans un monde qui a changé. Et je pense que c'est aussi quand même de ça dont il est question dans les atermoiements d'Apple. On verra bien ce qui va se passer. Prochaine étape importante pour Apple, ça sera la sortie de l'iPhone 17 qui est prévue en septembre, à suivre évidemment sur BFM Business dans Tech & Co, la quotidienne. On verra si on a quelques bribes supplémentaires d'informations concernant la future IA d'Apple. Juste un dernier petit point. On voit que finalement les prises de position de Zuckerberg... voilà, qui s'est complètement désinhibé vis-à-vis de tout un tas de dans le social et le sociétal. Le politique aussi. Politique, finalement, l'argent efface un peu tout, je pense. Évidemment. On reste du côté de chez Apple, parce que parallèlement à ça, alors Apple se fait chipper, j'ai envie de dire, des ingénieurs IA, mais d'un autre côté, Apple fait ses emplettes, de manière toujours très discrète. Ce ne sont pas de grosses acquisitions, mais Apple achète des dizaines de startups par an. On ne le sait pas, parce qu'Apple est une boîte très secrète, bien sûr, qui servent, en fait, qui sont très vite intégrées chez Apple. C'est-à-dire que la boîte disparaît. Ils prennent la substantifique moelle de ces startups pour après intégrer tout ce savoir-faire dans leurs applicatifs, que ce soit dans la photo ou dans d'autres domaines. Et donc là, Apple a acheté 2 startups. Une qui est spécialisée dans les avatars virtuels, et c'est un sujet qui important pour Apple, qui s'appelle True Meeting, et qui permet en fait un scan 3D d'utilisateur avec la caméra et de créer un avatar. On peut imaginer que ça peut avoir du sens pour le Vision Pro notamment. Et la deuxième startup s'appelle Y-Labs, une startup qui, alors elle est plus dans l'IA, qui travaille sur le monitoring et l'évaluation des LLM et de tous les éléments dédiés à l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un petit peu plus flou, mais elle essaie de repérer les erreurs, les choses incohérentes dans les réponses. Dans les réponses de l'IA. Et de remonter en reverse engineering pour voir. Et on sait que Apple avait eu quelques mésaventures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois de cela, ils avaient ouvert en fait une fonctionnalité qui était le résumé des notifications d'informations qui étaient faites par l'IA. Et 2-3 fois, c'était n'importe quoi en fait. C'était le contraire de l'information qui avait été pushée. Ouais. Et donc je pense que là, ils comptent beaucoup sur Y-Labs pour essayer de réparer tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils de développement qui permettent de voir dans le LLM à quoi on fait appel quand on fait une... moi, j'ai vu tourner des modèles comme ça où on fait sa requête et on voit un peu où est-ce que ça clignote. Ouais. Dans le modèle LM, et donc on voit, tiens, là, c'est là où il me retourne une hallucination ou quelque chose d'un peu incomplet. Et je pense, voilà, Y-Labs peut aller repérer ce genre de choses. Bon. 2 achats de start-up, c'est un peu je ne sais pas si vous suivez tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu dans l'ADN d'Apple, non, Fred? Oui, alors moi je reviens particulièrement sur la deuxième start-up, Y-Labs, qui est intéressante parce que on voit aussi se dessiner un peu de stratégie en fait chez Apple à cet endroit-là, où on a d'un côté un OpenAI qui indique sur sa page d'accueil, enfin là on peut mettre les prompts, vérifier quand même ce que vous raconte l'IA, parce que l'IA peut commettre des erreurs, donc dès que c'est important, vérifier quand même à 2 fois avant d'utiliser ce qu'on vous donne. Et là on pourrait se dire que Apple, avec Y-Labs, en train de se dire, et si il y avait une voie pour une intelligence artificielle solide, vérifiée, véritablement utile parce que, enfin en tout cas véritablement secure parce que on aura vérifié qu'il n'y a pas d'hallucination, que un peu ce que tu viens de dire Fred, que c'est de la vraie information quelque part. Et quelque part quand on regarde tout le marketing d'Apple depuis 2-3 ans sur tout ce qui est vie privée, environnement qui est sécurisé, là, ça rentre totalement dans l'ADN d'Apple, où on a quelque chose où qui va sans doute contribuer à faire en sorte que ce qui sort de chez Apple, c'est solide, c'est vérifié et c'est safe. Surtout, si on regarde, là encore une fois, dans la tête de Tim Cook, hypothèse, la stratégie sur la santé
Vous savez que Apple, c'est quand même un gros morceau chez eux. Hein. Les devices, ils ont une vision là-dessus très précise. Moi, j'y vois dans ce que tu dis, et tu as raison, une fiabilité, en fait, une sorte de legacy qui doit être très, très légitime. Et peut-être qu'effectivement, le rachat de ces startups amène cette légitimité d'Apple demain, d'avoir notamment sur les données de santé, évidemment, la privacy dont on a besoin, mais aussi peut-être dans certaines applications futures, cette crédibilité, en fait. Bon, écoutez, on verra bien. Fred. Ils ont toujours, ce qu'ils cherchent dans ces startups, quand on regarde un peu les rachats que l'on connaît, notamment ces deux-là, tout tourne toujours beaucoup autour de la personnalisation, de l'utilisateur, l'immersion. Là, il y en a un, c'est on scanne, on se fait un avatar 3D. L'autre, c'est sur la protection des données. Tout tourne. Voilà, souvent, je trouve ça c'est assez intéressant. On peut leur reprocher de ne pas avancer assez vite sur l'IA, sur tout un tas de choses. Mais en tout cas, ils ont une cohérence sur la partie rachat, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est toujours autour de l'utilisateur. Toujours, le but, c'est toujours d'être au maximum de services que l'on peut offrir avec cet iPhone, quoi. Et il se dit qu'Apple, c'est une info d'information aujourd'hui, veut créer un cloud pour les développeurs. Oui, c'est vrai. Donc c'est très écosystémique. Oui. Mais tu vois, il n'y a pas cette même démarche cohérente chez quiconque, chez d'autres fabricants de devices. Il y a pas là où Apple, là, il faut leur reconnaître c'est qu'ils sont cohérents de bout en bout. Il y a une stratégie qui développe sur 3, 4, 5 ans en avance. Et moi, je trouve ça... Je trouve ça assez remarquable, en fait. Puisqu'on parle de smartphone, notez que demain, une grosse actualité liée au smartphone, puisque Samsung présentera ses nouveaux smartphones pliants. C'est un moment qui est très scruté par les médias et puis par tout le monde, parce que c'est vrai que le smartphone pliant chez Samsung, ça devient de plus en plus... C'est un marché qui commence un peu à grossir. Et visiblement, ceux-ci seraient, en tout cas ceux qui seront présentés demain, encore plus fins que les précédents, encore plus légers. On arrive maintenant à véritablement une expertise technologique qui fait qu'on a des téléphones pliants qui seraient aussi fins, pliés qu'un iPhone, par exemple. Donc ça sera intéressant. On en parlera demain avec François Hernandez, qui est le patron de la branche mobile de Samsung en France et qui viendra nous présenter tout ça. Et puis, évidemment, on débriefera cette keynote qui aura lieu demain après-midi à 16h. Dans l'actualité aussi, c'est que Jack Dorsey, personne ne l'a oublié, personnage quand même assez... J'allais dire curieux, on va dire atypique, qui est très dans le transhumanisme, qui a parfois des réflexions un peu étranges, mais qui est quand même le cofondateur de Twitter. Donc respect pour lui, quand même, respect à lui. Ce qui est intéressant, c'est que après être parti de chez Twitter il y a quelques années, c'était avant le rachat d'Elon Musk d'ailleurs, il a monté une boîte qui s'appelait Blue Sky, qui était une espèce de Twitter-like, qui a du mal à décoller, il ne faut pas se voiler la face. Et là, il sort un nouveau projet de son chapeau. Ça s'appelle BitChat. Ça serait un concurrent de WhatsApp. En fait, ce serait une messagerie hyper sécurisée, mais qui marcherait sans réseau. Alors vous vous dites, ok, mais comment ça se passe ? Il faut faire des incantations. Eh bien, en fait, ils misent sur une technologie qu'on a tous sur nos téléphones, c'est le Bluetooth, pour créer du peering entre smartphones Bluetooth, pour en fait créer une espèce de mini-réseau qui vous permettrait d'échanger des messages, là, en toute sécurité, parce qu'ils ne transiteraient pas, en quelque sorte, par Internet. Je sais que tu suis un petit peu, tu as travaillé chez Sigfox et tu t'intéresses aux télécoms. Est-ce que tu as un peu creusé ce sujet et qu'est-ce que tu en penses de cette initiative ? Alors, l'appli est déjà disponible, mais en bêta-test pour, je crois, quelques milliers de personnes, donc on peut pas aujourd'hui la tester vraiment. Oui, alors Bluetooth, c'est très malin de le faire, en tout cas d'imaginer une app fondée sur cette technologie, on va dire, courte, moyenne distance, qui se passe effectivement d'une connectivité cellulaire ou autre, ou fibre. L'armée le fait déjà depuis très longtemps, en fait. Donc il n'invente pas non plus la killer app, en tout cas, c'est pas une technologie ou une technique qui est nouvelle. C'est malin de le faire parce que c'est... alors, sans être ingénieur télécom non plus, effectivement, le type de connectivité est une bonne idée pour créer en fait une boucle d'un réseau local qui, effectivement, de pair à pair, de téléphone à téléphone, de device à device, peut permettre d'échanger des messages qui ne seront pas forcément... il ne faut pas que ce soit en trop gros volume non plus, mais ça peut marcher, ça peut être quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est malin, mais ce n'est pas nouveau.
qui a compris comment ça marchait. Parce que moi, le Bluetooth, bon, je connais, ça nous permet de passer des coups de fil, de brancher nos AirPods, etc., etc. Mais comment peut-on envoyer des messages via Bluetooth à une personne qui est... je sais pas moi. Alors c'est un relais. Tu parlais de peer-to-peer, enfin poste à poste. C'est un relais poste. C'est-à-dire si on est là, je peux envoyer un message à Frédéric. Si on est un peu éloigné, ça va rebondir sur c'est tous les appareils qui ont Bluetooth. Ça va utiliser. Alors c'est chiffré, hein, le message est chiffré, mais va utiliser tout ce qu'il entend par Bluetooth. Okay. Et il estime que le maillage. Alors évidemment, si on est en pleine forêt amazonienne, je suis pas sûr que, à moins qu'il y ait des capteurs Bluetooth sur des animaux. En forêt amazonienne, je suis pas sûr que tu aies de la 4G. Hein, non, de toute façon. Ouais. Mais voilà, le but, il estime que voilà, on peut avoir un certain maillage. Alors dans les zones denses, hein, les cités et tout ça, et donc on peut. La portée maximale, c'est 20 à 30 mètres. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment qu'on soit en configuration. Alors déjà, il faut que tout le monde ait l'application dans le téléphone. Alors c'est ça. Voilà. Excusez-moi, mais c'est là où je voulais en venir. C'est que si tu n'as pas l'appli, tu vas pas en fait transmettre le message de quelqu'un via ton Bluetooth, même s'il est connecté, c'est ça? Non, il faut absolument que tu aies l'appli. Il faut absolument que tu aies l'appli. C'est natif. Ouais. Donc, c'est Alors, il ne faut pas qu'elle soit active. Hein. Enfin, il faut que l'appli soit dormante en fait, sur le téléphone. Et en fait, c'est comme un réseau, un fameux réseau mesh que vous avez peut-être à la maison. Mais ça permet en fait de pair à pair, comme un... Mais c'est de la domotique appliquée au... Mais je ne suis pas sûr que si, mettons, on est tous éloignés de 50 mètres, je veux t'envoyer un message à toi. Je ne suis pas sûr que François soit obligé d'avoir... Toi, oui, pour avoir l'application pour la recevoir, mais je ne suis pas sûr que François ni Marion, si on doit se relayer, mon message doit se relayer, ait besoin de l'application. Je crois que ça utilise vraiment la partie Bluetooth, où là, ça utilise le réseau. À mon avis, il y a forcément du soft qui va dire « je prends ton message et je vais le renvoyer si tu veux ». Je pense que il faut qu'il y ait l'appli, je suis d'accord avec Fred, pour que ça fonctionne. À creuser, parce que c'est très flou, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais c'est vrai que c'est la première question qui m'a traversé l'esprit. Comment ça va marcher? Et puis, si tu mets un quart d'heure pour envoyer un message à ta mère via ce système-là, bon, alors je suis pas sûr que ma mère aura BitChat sur son téléphone, mais bon, je vois pas trop l'intérêt en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2014, pendant les manifestations à Hong Kong, il y avait déjà une application, je crois, qui s'appelle FireChat, qui était utilisée en fait par les manifestants. Le seul problème, c'est que cette application a été piratée. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle des faux nœuds. Et donc, il y avait, je pense, le gouvernement chinois qui avait réussi en fait à intercepter les échanges. Et donc, ce qui veut dire quand même que, et c'est pour ça que je pense que ça marche comme ça, c'est qu'il faut que toutes les personnes qui veulent participer au réseau téléchargent l'appli pour permettre en fait à BitChat de sécuriser l'information de bout en bout. Et c'est ça en fait la véritable nouveauté qu'apporte en fait Jack Dorsey avec ce projet. Mais c'est hyper ambitieux. Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des millions de gens qui installent cette application sur leur téléphone pour qu'ils servent justement de pont pour transmettre les messages. Ça me fait un peu penser aux AirTags d'Apple, finalement. Absolument. L'AirTag, lui, en lui-même, il est neutre. Mais ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va croiser un iPhone, paf, il va envoyer sa position. Mais bon... L'avantage, c'est que tous les iPhones fonctionnent et il y en a des centaines de millions, voire peut-être même des milliards. Pour Jack Dorsey, ça va être un petit peu compliqué quand même. Enfin bon, intéressant. Il a réussi à créer Twitter quelque part, donc tout le monde l'a téléchargé au bout d'un moment. Oui, c'est vrai. Mais il faut que les gens comprennent tout ce qu'on vient de dire pour télécharger l'application et servir de pont, en quelque sorte. En fait, si tu as je suis en train de réfléchir, en fait, si tu as un serveur décentralisé, tu es obligé d'avoir l'application. Ça, c'est l'ingénieur Fred qui parle. Si tu as un serveur centralisé, tu n'es pas obligé. Donc, il faut voir juste comment c'est fait. Mais je pense aussi que Dorsey, c'est un acte militant. C'est toujours pareil. Il a, oui. Il a son côté-là, protection des données. On sort des réseaux. Si les réseaux ne marchent plus, on continuera à s'entendre entre nous. Voilà, il joue l'alternative. Oui, exactement. Il y a cette chose-là. Mais la techno peut être regardée. Je pense que certainement. Mais l'armée l'utilise. C'est ça. Oui, l'armée utilise le Bluetooth, mais qui n'est pas ultra sécure, c'est vrai. Et rappelons que la prochaine étape de cette appli, c'est le Wi-Fi direct, qui permettrait d'étendre la portée, puisque le Wi-Fi permet de taper les 100 mètres, je crois. 200 mètres. Tu sais qu'il faudra inviter un jour, c'est vrai qu'on ne parle pas assez d'eux, c'est Olvid, la messagerie. Oui, bien sûr. On devrait les inviter un peu pour leur dire. Il avait été poussé à l'époque quand WhatsApp avait été... Je pensais à ça quand tu disais l'armée. Pleine polémique. Petite pause, les amis, toujours avec Marion, Fred et Fred.
et la suite de ce Tech & Co, la quotidienne. On va parler de Waymo, vous le savez, l'un des acteurs importants du véhicule autonome aux États-Unis. On parlera aussi de télécom. Vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne revient dans une petite minute. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'actu tech. Il est 20h32 en ce mardi 8 juillet 2025. Un grand merci d'être là. Et encore une fois, puisqu'on est début juillet, peut-être êtes-vous en vacances. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Et merci d'être avec nous en direct à la radio, à la télé. Mais vous savez que, évidemment, les replays de Tech & Co sont disponibles. Là encore, vous avez le choix, l'audio ou alors le stream vidéo. C'est comme vous voulez. Et notez-le, depuis quelques temps déjà, vous pouvez retrouver le replay intégral de Tech & Co sur la chaîne YouTube de Tech & Co. C'est une vraie nouveauté. Ça vous permet très facilement, en allant sur la chaîne YouTube de Tech & Co, de retrouver en archive tous les replays de Tech & Co. Pratique, notamment si vous avez une télé connectée, vous pouvez nous regarder comme vous le voulez, très facilement, sur tous les écrans. Pour, on va dire, commenter l'actu ce soir, Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Hors-Normes Média, Frédéric Krebs, operating partner chez Palico et ex-partner Newfund et directeur général d'Allociné il y a quelques années, et puis Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste à BFM Business. Tiens, si on parlait un petit peu de véhicules autonomes, intéressant parce que vous savez qu'on suit deux actualités, deux aventures, celle de Tesla avec ses robotaxis, et puis de l'autre, celle de Waymo. Waymo qui est, on va dire, le plus sérieux pour l'instant, mais le plus onéreux aussi. Ces voitures qui circulent aujourd'hui comme si de rien n'était à San Francisco, notamment. C'est devenu on va dire, commun de prendre un robotaxi Waymo à San Francisco pour aller d'un point A à un point B. C'est rentré dans le, on va dire, dans le, comment dirais-je, l'habitude des gens. Et c'est intéressant de voir comme quoi la nature humaine s'habitue à ce type de choses. On disait oui, mais les gens ne voudront pas monter dans un véhicule autonome. Finalement, au bout de quelques fois, après, on oublie tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que Waymo poursuit on va dire, sa conquête des États-Unis avec deux villes qui sont annoncées. C'est New York et Philadelphie. Ce qui est intéressant, c'est que San Francisco et New York, c'est pas du tout la même histoire en termes de circulation. Et donc, Waymo va s'aventurer dans les rues new-yorkaises. On ne sait pas trop où, parce qu'en général, ce sont des zones pour débuter. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que Waymo va conquérir les États-Unis avec leur voiture autonome et peut-être même un jour l'Europe, qui sait? Tiens, Fred, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, là, pour moi, ça, c'est le test ultime pour Waymo. New York, c'est le test ultime. Oui, New York, c'est le test ultime parce que c'est une ville qui est tellement difficile à conduire. Enfin, je sais pas, vous avez tous été à New York, j'imagine. Tellement difficile à conduire, il y a tellement de choses particulières qui se passent sur la route. C'est aussi un test ultime en termes de politique, puisque de réglementation, de régulation, puisque New York ne permet pas en fait aux voitures autonomes d'être 100% autonomes. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un sur le siège du conducteur avec au moins une main sur le volant. Donc on ne pourra pas avoir la promesse que Waymo peut avoir à San Francisco, à Los Angeles, à Austin ou à Atlanta. Il y aura encore pour quelques mois, peut-être même peut-être une année, en tout cas un chauffeur qui ne fera que sans doute tenir le volant. Sauf si la réglementation évolue d'ici là. Exactement. Et donc ça, c'est un peu le pari de Waymo, c'est de montrer assez vite qu'ils ont compris en fait la circulation en fait new-yorkaise et qu'ils sont capables de lâcher en fait leurs autos en liberté en fait dans la ville. Moi, je trouve ça, à partir du moment où ils auront réussi ce test, ils pourront annoncer pouvoir sortir partout dans le monde. Alors, en fait, c'est ça le test ultime. Et bien sûr. Et New York, rappelons-le, c'est la première ville où il y a le plus de VTC au monde. Donc, ça a du sens de lancer ce business là-bas. Il faut savoir que Waymo, c'est intéressant, il commence par scanner les routes avec des conducteurs qui se baladent dans les rues. Là, vous avez des capteurs qui cartographient tout ça, qui préparent en fait les futures routes aux taxis autonomes qui arrivent quelques mois plus tard. C'est assez intéressant, je trouve.
Marion? Moi, je trouve que c'est l'impact humain qui m'inquiète un peu quand même, parce que, ça c'est futuriste et on est tous un petit peu émerveillés devant des voitures qui roulent toutes seules plus ou moins, mais ça va venir. Et c'est le grand fantasme de la Silicon Valley depuis tellement longtemps. Mais c'est quand même, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces chauffeurs, tous ces taxis, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Ça doit représenter des centaines de milliers, voire beaucoup plus de personnes qui sont ravies de faire ce travail pour la plupart, ou qui en tout cas ont besoin de ce travail. Et il y a quand même un gros sujet qui se pose sur notre ère d'automatisation de beaucoup de choses. Moi, je suis un peu humaniste, donc j'ai un peu de peine par rapport à l'humain qui a besoin de ce genre de job. Mais ce qui est intéressant, c'est que Uber a permis à tous ces gens de travailler, mais quand on écoute le patron d'Uber, il n'attend qu'une chose, en fait, c'est que tous ces véhicules soient autonomes. Il le dit ouvertement. Il dit aux chauffeurs Uber, vous avez encore 10 ans devant vous pour bosser avec nous, mais dans 10 ans, toutes les voitures Uber seront autonomes. Il le dit, mais cache. Il ne s'en cache pas. C'est moins de problématique. Et puis, ça doit coûter moins cher, je pense. Quand tu amortis tout le système, ça coûte moins cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Waymo fonctionne à Atlanta, Austin, la baie de San Francisco, forcément, Los Angeles, Phoenix, et d'ici la fin de l'année à Miami, et Washington d'ici en 2026. Non, mais pour moi, le fait que ce soit Philadelphie ou New York sont vraiment les villes des 13 premiers États américains, donc des villes complètement, l'architecture complètement différente. On verra Boston aussi certainement arriver. C'est le signal ils ont une maturité technologique. Là, ils sont sûrs d'eux. Parce que là, pour y aller, comme tu disais, New York, mais Philadelphie, c'est un peu ça. Il y a des grandes avenues, mais c'est pareil. La voirie, c'est compliqué. Il y a des petites rues qui arrivent d'un peu n'importe où. Le climat, c'est pas le même non plus. Alors, il n'y a pas de brouillard comme il peut y avoir à Londres, mais il fait pas toujours beau. Mais même le brouillard, en fait, à la limite, avec les lidars, tu t'en fous. Mais c'est pour ça que le test, cette chose-là, grandeur nature. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe de montrer, ça y est, on est prêt. Alors, effectivement, casse humaine. Ça, on sait qu'il y a plein de métiers où on y va, quoi. Alors, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, une voiture Waymo coûte très très cher. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Beaucoup plus cher qu'un véhicule et qui pourrait être rentabilisé parce que c'est ça aussi. Voilà. Les courses, on imagine à New York-Philadelphie, c'est souvent c'est pour faire 5 blocs, c'est $10. Donc rentabiliser tout ça au bout du compte. Mais on est dans le sens. Mais moi, je pense que c'est vraiment, ça montre quelque chose en tout cas et ça montrera d'ailleurs, parce qu'ensuite on va reparler de Ford et de son accord avec Waymo, que Waymo a une vraie avance dans ce domaine, qu'ils ont une maturité technologique et que on peut dire, on est en 2025, 2027, ça y est, on sera dans les villes européennes, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà pris un taxi autonome ? Non, pas pour moi. J'ai pris le petit bus autonome qui était à Boulogne pendant Roland-Garros, ça qui était déjà super impressionnant. Ouais. Mais pas encore de... Oui, parce que là, il prenait en fait des avenues fréquentées par des voitures normales. Deux choses m'ont surprise. C'est à un moment, il s'arrête pour déposer quelqu'un, il repart, et il y a un cycliste qui déboule sur la droite, vraiment en voiture, on l'aurait même... Enfin, en voiture, on l'aurait pas... Enfin, moi, en voiture, je l'aurais pas vu. Et hop, il l'a tout de suite vu, et il a pas pilé, il a ralenti. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est à un moment, c'est à la sortie de Roland-Garros, il y avait encore du monde, il était 21h, etc. Et il y a des gens qui traversaient sur le passage piéton, alors que le feu était vert pour les voitures. Et bien là, il s'est imposé tout doucement. Il a évidemment pas écrasé. Allez, poussez-vous les gars, c'est à moi. Mais il a bien montré qu'il allait continuer à avancer. Et ça, j'ai trouvé ça assez assez humain quelque part. En disant, le feu est vert pour moi, les gars. Mais juste après avoir passé le feu vert, hop, il a accéléré. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'il aurait pu dire, non, je vois les gens qui avaient déjà un ou deux pieds sur le passage piéton. Je freine, quoi. On sait qu'aujourd'hui, le code de la route, c'est non, lui, le feu est vert, même si on a des gens légèrement, ils n'étaient pas au milieu de la route, mais il leur a montré que lui, il n'allait pas s'arrêter. Alors moi, j'ai plein de potes qui ont pris des Waymo à San Francisco, notamment. Au début, on est complètement estomaqué, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis au bout de 2-3 fois, ce que je disais tout à l'heure, tu t'habitues. Et tu vois même plus qu'il n'y a plus de chauffeur. En revanche, c'est pas comme un VTC. Il y a des stations de pause et de dépose des Waymo, c'est-à-dire que vous pouvez pas le héler dans la rue ou c'est pas comme un Uber où en fait le Uber va s'arrêter à l'endroit où vous êtes exactement. La plupart du temps, et notamment à San Francisco, vous êtes obligé, il y a des zones où les Waymo atterrissent en quelque sorte. Donc parfois vous êtes obligé de marcher 100, 200 mètres pour
récupérer en fait une plateforme où le Waymo va vous récupérer. Donc c'est pas tout à fait pareil que Uber, et c'est peut-être avec cette différence qu'Uber pourra toujours exister, en tout cas des vrais chauffeurs pourront coexister. Il y aura peut-être 2 types de, si tu veux, de transport en VTC. Pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, tu paieras peut-être un petit peu plus cher et tu auras un humain qui... Non, mais par exemple, effectivement, ça aurait du sens chez nous. On sait qu'il y a une guerre, je crois, c'est pas le mot, mais en tout cas, un conflit très fort sur... je crois qu'il y a eu un décret il n'y a pas longtemps sur les taxis oui, qui ne veulent... pour les taxis sont ambulance. moins conventionnés, taxis ambulance. Ouais. On pourrait imaginer qu'une entreprise française concurrente de Waymo puisse opérer ce genre de course qui est peut-être pas aussi rentable que mais tu dis entreprise française concurrente de Waymo, t'en vois beaucoup? Non, justement, il faut pousser, parce que à la question, est-ce que moi j'ai déjà pris un taxi? Je l'ai pris à Singapour. C'était un bus, c'était une entreprise française dont le nom m'échappe, pardon. Navia? Non. Navia, c'était les premiers bus autonomes qui étaient en showrooming à Singapour il y a un peu moins de 10 ans. C'était une entreprise de Toulouse, je crois, d'ailleurs. New Link, comme ça. Ouais. Bon, Fred? Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marion, c'est que ça va être difficile d'avoir en fait un concurrent français, même européen. Faut pas oublier que Waymo, c'est un projet Google X qui date de 2009. Ils font tourner leur voiture depuis maintenant plus de 12 ou 13 ans. J'avais pris la Google Car déjà il y a 15 ans. Exactement. C'est la suite, en fait. Exactement. Ils ont amassé des centaines de millions d'heures de data, en fait. Et ça va être quelque chose de irrattrapable. Enfin, en tout cas, si quelqu'un commence aujourd'hui pour rattraper, en fait, cette connaissance, cette data, et ce qui me fait dire encore une fois aujourd'hui... Nutonomie. Ouais. C'était ça, la société française à Singapour. Nutonomie. Je savais qu'il y avait un nu devant Nutonomie. Ouais. Bon. Et voilà, donc ça va être très difficile en tout cas d'exister en fait à côté de ces Waymo, et on va voir en fait cette sorte de super entreprise qu'on va voir partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, Taxi G7 pourrait avoir des soucis à se faire. Moi, je serais. Mais d'ailleurs, c'est ça, quand tu discutes avec des gens qui rentrent des États-Unis, qui te racontent San Francisco, Austin avec ses taxis autonomes, et qui arrivent en France, effectivement, avec ce conflit des taxis, alors légitimes pour eux, parce que c'est vrai que dans les régions, les taxis sont là beaucoup pour emmener des gens à leurs rendez-vous médicaux, etc. Et comme les hôpitaux ne conservent plus les gens plusieurs nuits, on y va plutôt, même pour des traitements lourds, on y va plutôt une fois tous les jours. Bon, c'est un taxi qui prend ça. La sécurité sociale veut moins rembourser. Enfin voilà, c'est toute l'histoire autour de ça. Non, moi je crois beaucoup en France, par contre, sur des bus autonomes, tu vois, comme on est encore assez ruraux, dans les zones rurales, justement. Dans les zones rurales, de dire, d'avoir à la limite à la commande, quoi, de dire, tiens, un bus de 6 personnes. Tu vois, je pense que l'utilité de construire un tramway, non, vaut mieux acheter 5 navettes. Dans la journée, j'en mets 2. Le soir, aux heures de pointe, j'en mets 5, qui sont sur une route délimitée. Ça, j'y crois beaucoup plus. Le marché de la voiture autonome qui, évidemment, excite les opérateurs, comme Waymo, etc., mais aussi les constructeurs automobiles. Alors, bien sûr, il y a Tesla avec son robotaxi, et il y a Ford, et notamment le PDG de Ford, Jim Farley. Ce Jim Farley, moi, je l'adore. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qu'il fait. Il a déclaré, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il était monté dans une voiture Xiaomi, et il a dit, cette voiture est géniale, franchement. Et ça me fait peur parce que moi, en tant que patron de Ford, quand je vois la technicité et l'excellence de cette voiture, c'est la SU7, je crois, de Xiaomi, qui est une voiture sublime, avec une grosse autonomie batterie, mais aussi autonomie en termes de conduite. Et le patron de Ford qui dit j'adore cette voiture, c'est quand même assez étonnant. Et il n'a pas dit que ça. Il a déclaré aujourd'hui que son cœur ne balançait plus entre deux technologies parce qu'à un moment, il se posait la question, soit il allait prendre en fait la technologie de Tesla pour se lancer dans la voiture autonome, soit celle de Waymo. Et là, il a coupé court en fait aux rumeurs en disant qu'il préférait l'approche de Waymo, avec la technologie LiDAR, qui est essentielle à la sécurité. Donc voilà. Encore une fois, on parlait de Waymo à l'instant. Ça veut dire que Waymo, finalement, c'est aussi des robotaxis, mais c'est un proof of concept, une vitrine technologique qui va se vendre en fait, et que les constructeurs automobiles vont peut-être acheter clé en main, comme on achète aujourd'hui un ordinateur de bord ou un truc comme ça, tu vois. Oui, je pense que la vision est intéressante parce que ils vont peut-être, les voitures autonomes, c'est
ça va être une suite logicielle quelque part. On va plugger. Ouais, c'est un nouvel bien sûr. écosystème. Ouais. Donc, et c'est là que C'est l'informatique et les capteurs. L'informatique sur roue, quoi, quelque part. Et je pense aussi à tout l'aspect marketing de l'infrastructure. On peut imaginer énormément d'applications autour même de la borne de charge. D'ailleurs, des entreprises avec qui je discutais récemment, comme Renault et même Total Energy, aujourd'hui réfléchissent à être un nouvel acteur de cette industrie pure player. Qu'est-ce que peut faire un usager qui va à une borne de station-service qui n'est plus de l'essence mais autre chose? Et même chez Total, on réfléchit à comment combler ce temps, qui peut être long. Et on peut tout à fait imaginer que sur les voitures autonomes, on va avoir du temps disponible. Qu'est-ce qu'on va nous proposer à ce moment-là? Mais je pense que le fait aussi qu'ils choisissent Waymo, c'est que ce n'est pas un concurrent. Tesla, c'est quand même le concurrent qui maîtrise la chaîne de construction de la voiture. Donc, il se dit, au-delà, sans doute, qu'il y a l'histoire des lidars, parce que là, il y a vraiment deux écoles, les lidars et les caméras. Il dit, en termes de sécurité, Ford ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque. Et les lidars permettent une sécurité beaucoup plus élevée que les voitures de Tesla qui, rappelons-le, n'ont aucun lidar. Elles ne fonctionnent qu'avec des caméras. Ouais. Et autant, donc, le vision learning est très, très puissant chez Tesla, mais malgré tout, on n'arrive pas à avoir une précision en 3D comme avec des lidars sur le mapping, en fait, de la voiture. Mais le souci, c'est ça, c'est que si Ford signe avec Tesla, il signe avec quelqu'un qui vend des voitures. Donc, est-ce qu'il aura toujours la dernière technologie? Il voit un petit peu les comportements d'Elon Musk qui peut avoir, qui peut changer d'avis d'un jour à l'autre. Donc, je pense qu'il joue aussi à la fois l'assurance technologique, mais une assurance aussi de fourniture. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Et on disait tout à l'heure Waymo, Waymo, oui, peut-être qu'ils vont venir licencier ce système ensuite chez nous. Et les prix vont baisser. Alors, je disais tout à l'heure, ça coûte plusieurs centaines de milliers de dollars, mais petit à petit... Parce que la demande, elle n'est pas encore là. Voilà, ils vont industrialiser tout ça. Les puces vont coûter moins cher, les capteurs vont coûter moins cher. N'oublions pas les Chinois, il faut il y a aussi le fait que pour Ford, il faut avancer vite. Et Waymo, c'est une façon d'aller vite sur le marché, de proposer vite, d'habituer les gens à leur voiture, parce que les Chinois débarquent et eux, ils se sont posés beaucoup de questions depuis très longtemps. Ils sont très en avance dans tous ces domaines-là. Et c'est vrai qu'ils arrivent avec des voitures, on les a vus, les BYD, tu parlais de Xiaomi à l'instant. Huawei a même sa voiture. Enfin, ils ont des voitures de très haute qualité. Et là, ils ont du mal à arriver à franchir le sol américain. Oui, mais un jour, ils arriveront par le Mexique. Ils arriveront surcapacité mais si tu veux, même au niveau mondial, il se dit s'il faut qu'on avance dans ce domaine, il faut qu'on ait notre propre système ami. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, peut-être, sur le choix de Ford, c'est un choix qui est pragmatique, qui est aussi qui est très cohérent. Pragmatique, pourquoi? Parce qu'on peut noter quand même une certaine... peut-être désamour maintenant avec tout ce qui tourne autour de la personnalité d'Elon Musk. Parce que qu'est-ce qu'a fait Tesla depuis plus de 10 ans maintenant? C'est beaucoup d'effets d'annonce. Il disait, voilà, en 2025, la voiture autonome serait là. En tout cas, la voiture autonome de niveau 4 ou 5, ça sera effectif dans nos rues. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Et pas avec les choix technologiques qu'a pu faire en fait Tesla. Donc, quelque part, Jim Farley, il s'est dit, écoute, c'est bien simple. Aujourd'hui, Elon Musk, en fait, il parle beaucoup, mais finalement, il délivre de moins en moins. Je ne dis pas qu'il n'a pas délivré à un moment donné, mais il délivre de moins en moins. Il fait trop d'effets d'annonce. Et à un moment donné, la technologie, elle n'est pas au rendez-vous. Waymo, pendant plus de 10 ans, pendant plus de 15 ans, petit à petit, ils ont fait leurs études, ils ont amassé la data et aujourd'hui, ils délivrent un produit qui tient la route et qui fait le job. Et c'est ça qu'achète Ford. Et moi, je trouve que c'est un excellent choix. C'est un excellent choix. Il nous reste 7 minutes, les amis. Plongeons maintenant dans le monde impitoyable des télécoms. On en parle depuis quelque temps dans Tech & Co, la quotidienne. Et c'est vrai que c'est vraiment le sujet dont on va parler dans les prochaines semaines. Peut-être l'été nous laissera quelques jours de répit, mais à la rentrée, on va y revenir très très fort. C'est le dossier de la vente de SFR, bien sûr. Et ça y est, le gouvernement a d'une certaine façon officialisé la chose ce week-end, puisqu'il a dit qu'il allait regarder comment ça se passe. On va écouter Marc Ferracci, qui est le ministre de l'Industrie. C'était samedi d'ailleurs, sur notre antenne, sur BFM Business, depuis les rencontres d'Aix-en-Provence, au micro d'Edwige Chevrillon. Écoutez-le.
il y a de multiples options qui sont liées aux évolutions capitalistiques de SFR. Et l'État, ici, les regarde avec le souci, de protéger le consommateur. Il faut toujours être conscient de ça. Et le souci de trouver un équilibre entre la protection du consommateur et les capacités d'investissement des opérateurs. Donc le gouvernement aura son mot à dire, ça c'est clair. Hein. Et puis rappelons que avant que Fret cette vente se fasse, il y aura de longs mois, voire de longues années avant de franchir tous les checkpoints finalement, jusqu'à la signature finale. Il y a à la fois les autres acteurs avec qui il faut s'entendre, les Bouygues, Bouygues Télécom, Free et même Orange, qui aura son mot à dire aussi sur une partie pour peut-être récupérer des abonnés. Ensuite, il y a les histoires des antennes. Enfin, on sent vraiment, vous savez, comme le découpage là, pour les enfants, là, on va numéroter toutes les pièces et puis on va dire, je prends la 4, la 8, la 9 et puis on va découper tout ça et ensuite il faut valoriser ça. Et derrière, il faut à la fois que ça réponde aussi. On a l'ARCEP qui est là pour réguler tout ça. Il faut que ça réponde aussi à toutes les histoires de non-concurrence, de concurrence, les histoires de concurrence, de réglementation. Donc c'est pas aussi simple que tiens, toi je vais prendre la partie B2B, moi je vais prendre la partie abonné dans le sud, moi abonné dans le nord, et puis le reste on voit. Non, ça va être un peu plus complexe que ça. Et surtout, et puis derrière, il faut voir quand même quelqu'un, Patrick Drahi, qui veut vendre ça, qui veut valoriser ça. Et qui veut le vendre le plus cher possible pour rembourser sa dette. Le plus cher possible et les autres, il faut en plus à un moment où il faut continuer à investir, où on arrive à une maturité du marché quand même. On a tous un abonnement, donc comment on fait pour gagner de nouveaux abonnés? On fait des prix moins chers. Enfin, il y a plein d'équations. Enfin, il y a un système, un ordinateur quantique là pour avoir la solution à la fin. Sans compter qu'après il y a les batailles d'ego. On sait que c'est compliqué entre certains grands patrons des télécoms qui ne se parlent pas. Donc ça va être intéressant de voir aussi comment tout ça va évoluer. On sait typiquement que entre Free et Bouygues Télécom, c'est pas le grand amour. Non. Mais au bout d'un moment, il va falloir que business is business. Mais attends, business is business. Mais rappelle-toi, il y a quelques années, ça avait capoté à cause de ça, en fait, parce que il y a des batailles d'ego qui font que quand on est patron de son entreprise et qu'on peut décider de son avenir, si on ne veut pas s'associer avec son pire ennemi, parce qu'on estime que c'est son pire ennemi, parce qu'il nous a fait un coup vache, ça fait capoter en fait tout un écosystème finalement. On parlait français, mais il peut y avoir aussi des fonds étrangers qui peuvent venir mettre et qui peuvent être et on pourrait rester à 4 opérateurs aussi. Fred. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça, le fait qu'il y a d'autres acteurs qu'on ne voit pas encore arriver, en tout cas qui ne sont pas encore autour de la table, mais qui préparent leurs offres pour justement faire monter les enchères. Et c'est là où l'État est en train déjà de placer ses jalons. L'intervention de Ferracci ce matin était intéressante, c'est qu'ils ne vont pas laisser faire, ils vont avoir un rôle d'arbitre. Et pas mal le jeu de mots. Oui, j'y ai pensé aussi, comme toi. Celle-là, elle est puissante. Elle n'est même pas préparée. Elle est sortie comme ça. Comme ça. Très bien. Le métier. Formidable. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que l'État va jouer ce rôle d'arbitre. Il y a une question de souveraineté. Il ne faut pas oublier non plus que la France est le pays européen qui a les prix les moins chers côté utilisateur, côté conso. Donc l'État ne va certainement pas faire en sorte de casser en fait tout ce beau mécano pour faire monter les prix d'un côté consommateur, parce que ça serait explosif. Donc tout ça, il y a une sorte de jeu d'échecs qui est en train de se mettre en place, qui va être extrêmement intéressant à regarder en tant que commentateur dans les prochains mois. Et pendant ce temps-là, la vie continue. C'est un secret de Polichinelle. SFR va bientôt sortir une nouvelle box, évidemment, pour être toujours dans la course avec les dernières technologies, etc. Et même sur la partie entreprise, il continue à être assez fort sur la cyber, enfin assez fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où il y a ces rumeurs de vente, de tout arrêter finalement. La boîte continue. Il faut qu'elle soit valorisée, il faut qu'elle soit la plus belle et la plus forte possible, justement, et ça nécessite donc des investissements et des innovations. On verra bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Je me dis qu'il y a peut-être un modèle à changer en fait chez les opérateurs télécoms qui se battent depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous commentez le possible rachat d'SFR. Ça fait quoi ? Ça dure depuis 15 ans. On en parle depuis toujours d'SFR. On parle surtout de cette concentration des opérateurs télécoms, de passer de 4 opérateurs à 3. Exactement. Là, il se trouve que
SFR était en situation de fragilité, mais rappelez-vous, il y a quelques années, c'était Bouygues Télécom aussi qui était en situation qui était fragilisé. En fait, c'est quand Free est arrivé, a mis un grand coup de boule de bowling. Free Mobile est arrivé et a cassé les prix des opérateurs. On est passé de 50 € par mois pour un abonnement mobile à 10 €. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça doit être le seul sujet ? Je sais pas, quand on regarde justement du côté de la Chine, qui a le don de nous inventer des nouveaux modèles, je parle de modèle. Chine, pour tout. Oui, pas sur le modèle du nombre d'opérateurs. Sur le modèle de, si vous regardez un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont découpé les télécoms sur des marchés clés. Le télécom industriel, le télécom industriel, ça existe. Et je vois pas, moi, en France, à part, effectivement, on appelle ça des offres B2B, je vois pas aujourd'hui, on a parlé un petit peu au moment de la 5G, voilà, mais on aurait aujourd'hui une offre d'opérateur ou un opérateur qui serait quelque part, back-upé, musclé par à la fois l'autorité de régulation, mais aussi par les autres opérateurs, pour vraiment adresser des enjeux d'aujourd'hui qui sont industriels quand même, beaucoup. Nous, on fait le découpage par technologie. Oui, mais justement, la question, elle est là. La question, elle n'est pas que celle de l'ARPU, c'est-à-dire le revenu moyen par habitant connecté avec un abonnement. La question aujourd'hui, avec la production qui va être relocalisée en Europe, c'est ce qu'on veut en tout cas. Ça veut dire aujourd'hui plein de choses, la robotique 4.0, etc. Ce serait intéressant d'imaginer qu'SFR soit le symbole d'un télécom purement industriel, ou en tout cas en grande partie. Il doit y avoir de la concurrence, donc tu auras ce que Orange ne fait pas vraiment aujourd'hui les autres. Je suis d'accord avec toi, mais il y aura la concurrence, donc Orange va arriver en disant nous on déploie déjà des réseaux industriels. La concurrence elle est saine. Mais c'est pour ça que nous aujourd'hui, je te dis, on a plutôt un découpage par technologie. On fait de la 5G industrielle, on fait de la 5G entreprise, on fait de la 5G grand public, et après là-dessus, chacun pousse ses pions le plus vite. Voilà, en tout cas, c'est un sujet qui va animer nos longues soirées d'hiver, les amis. Ça, au coin du feu, SFR, on va y avoir droit. 2026-2027 peut-être même. Ouais. Sans doute avant la présidentielle. Parce que j'imagine qu'il y a aussi des échéances politiques importantes à prendre en compte. Bref. Voilà, on vous laisse mariner tout ça durant l'été, on en reparlera. Et bien voilà, c'est avec cette petite réflexion télécom que se termine ce débrief de l'ActuTech. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion. Merci à toi François et bonnes vacances. Et bonnes vacances à toi aussi, ma chère Marion. Merci. Journaliste et fondatrice d'Or-Nord Média, on se retrouvera avec plaisir à la rentrée. Avec plaisir. Tout comme Frédéric Krebs. Bonnes vacances à toi. Oui, bonnes vacances François. Operating Partner Palico, ex-partner Newfund et directeur général d'Allociné il y a quelques années. Fred, on se retrouve demain. Nos coups de cœur, nos coups de griffe. Aïe, aïe, aïe. Demain, ça va être un super débrief d'1h30, les amis. On aura en plus comme débriefeur des gens que vous connaissez. Je crois qu'on aura Yves Maître demain qui sera avec nous. Il y aura toi, donc Fred. Attendez, en même temps, je suis en train de regarder le planning de Tech & Co pour tout vous dire, parce qu'on est connectés, vous savez, ici, c'est comme ça. Clément David et Enguerrand Renault seront là aussi. Voilà, ça va être chaud. Les coups de cœur et les coups de gueule de l'année, en tout cas de cette saison 2024-2025 qui se termine. Et puis toujours le replay YouTube qui se poursuit. Vous restez là, on va revenir dans un instant. On va parler New Space. Voilà un sujet passionnant avec 3 startups du New Space qui évoluent, vous allez voir, dans des univers différents. Elles seront sur le plateau de Tech & Co à l'occasion des assises du New Space. Ça sera dans un instant, juste après le Tech Flash de Léa Benaïm qui arrive dans 2 minutes. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 21h02 sur BFM Business, comme chaque soir, la substantifique moelle de l'ActuTech du jour. En ce mardi, c'est le Tech Flash et c'est présenté par Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Chaque soir, un lancement extraordinaire. Bonsoir François, bonsoir à tous. Merci ChatGPT. Et à la une, justement, le mercato de l'IA qui se poursuit. Après OpenAI et Anthropic, Meta est parti chasser du côté de chez Apple. Mark Zuckerberg a réussi, grâce à un gros chèque, à attirer l'une des têtes pensantes de la division IA de Cupertino. Il devient donc le 12e membre de l'équipe super intelligence de Meta qui ambitionne de dominer le secteur. Également dans l'actualité, Samsung
Samsung et Epic mettent fin à 2 ans de conflit. Le créateur de Fortnite reprochait à Samsung de bloquer l'accès à son magasin d'applications. Mais un accord aurait été trouvé, même si les termes exacts n'ont pas été rendus publics. À noter que Samsung dévoilera demain ses nouveaux smartphones et pourrait, selon la presse américaine, ouvrir davantage ses appareils aux stores concurrents. Et à ce sujet, demain, Frédéric Hernandez, qui est le vice-président de Samsung France, sera l'invité exceptionnel de Tech & Co aux alentours des 21h pour nous présenter les nouveaux smartphones pliants de Samsung qui seront annoncés demain. Et dans l'actualité aussi, Léa, l'actualité des réseaux sociaux plus précisément, une nouvelle messagerie va faire son entrée, elle s'appelle BitChat. Et oui, l'application est lancée par Jack Dorsey, le co-créateur de Twitter, et se positionne comme un concurrent de WhatsApp et Telegram avec une particularité. Elle n'utilise pas Internet mais le Bluetooth. L'application est pour l'instant disponible uniquement en test. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Et puis c'est un premier accrochage pour les robots taxis de Tesla. Quelques semaines après leur lancement à Austin, l'un d'eux a légèrement percuté une voiture garée sur un parking. Rien de grave, mais l'accident a relancé le débat sur le système utilisé par le constructeur basé sur des caméras et de l'IA, contrairement à ses concurrents comme Waymo qui utilisent des lidars. Et enfin, en Chine, il est désormais possible de louer une voiture autonome. C'est le fruit du partenariat entre le géant Baidu et Car INC, spécialiste de la location dans le pays. Les clients peuvent désormais réserver une voiture pour une courte durée, une offre dédiée au tourisme. À noter qu'à défaut d'avoir son permis, il faut quand même avoir 18 ans pour bénéficier de ce service. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 pour le dernier Tech & Co Business de la saison avec Frédéric Simotel. Et oui, c'est le dernier. Ah, quel soulagement. Non, je plaisante. Tous les épisodes de l'année sont bien sûr disponibles en replay et en podcast. Et j'entends la porte du studio s'ouvrir. J'espère que c'est pas Frédéric Simotel qui va s'expliquer avec vous. En tout cas, c'est l'occasion de faire un bilan sur l'IA et la cyber. Et on écoute tout de suite un extrait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Alain. Il y a ceux qui vont miser vraiment sur les développeurs. Il y a ceux qui vont taper beaucoup plus haut, comme Mark Zuckerberg, qui lui, quand même, a besoin aussi de développeurs, parce qu'il a aussi son architecture open source la main, hein, qu'il faut faire évoluer. Quel est ton regard par rapport à tout ça? Moi, mon analyse, en tout cas de l'approche de Meta, c'est d'acter quand même une certaine forme de retard sur le marché, avec du coup un enjeu d'essayer d'acquérir les meilleurs cerveaux et les meilleures compétences autour du sujet. Et à travers, effectivement, ce qu'Emmanuel disait, on voit que finalement, l'argent ne fait pas tout non plus. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des ingénieurs ou des chercheurs de ce niveau-là, sur ce sujet-là, il n'y a pas que la dimension salaire qui va compter. Il va y avoir effectivement la dimension d'impact, la dimension de la mission, finalement, de l'entreprise et quelque part un certain nombre d'autres éléments que constitue du coup la marque employeur. Voilà, et retrouvez donc dès 22h30 pour votre plus grand plaisir Tech & Co Business présenté par Fred Simotel sur BFM Business et bien sûr les replays et les podcasts qui vous attendent d'ores et déjà. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Salomé Ferrari nous a rejoint. Bonsoir Salomé. Bonsoir. Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et c'est une première, Salomé. La télévision, écoutez bien parce que c'est quand même assez impressionnant, n'est plus le premier équipement du foyer. Et oui, après des années d'hégémonie, c'est la fin du règne de la télévision dans nos foyers. Elle a été détrônée par le smartphone. Selon l'ARCEP, en fait, au second semestre 2024, 93% des foyers étaient équipés d'au moins un smartphone. La télévision, elle, ne dépasse pas les 89%. Donc désormais, on utilise nos smartphones en fait, pour regarder vraiment de la télé comme sur un téléviseur. On regarde donc des chaînes de télévision gratuites en direct, des plateformes de SVOD comme Netflix ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Et en plus d'avoir détrôné la télévision, le smartphone reste aussi l'équipement le plus utilisé au quotidien. Pour te donner une petite idée, 80% des 12 ans et plus s'en servent tous les jours. A contrario, si les Français continuent d'avoir une télévision chez eux, en fait, cet usage est clairement en baisse depuis 3 ans, parce que seulement 55% des Français l'utilisent tous les jours, contre 58% en 2023.
Autre information de ce rapport, c'est que les Français sont de moins en moins équipés. Ils continuent à avoir pas mal d'équipements, donc des consoles, des téléviseurs, etc. Mais la moyenne a chuté. En moyenne, on a 9,6 écrans contre 10,3 en 2023. Donc de moins en moins équipés, mais tout aussi connectés, je crois. C'est ça, exactement. Les Français continuent à passer des heures sur les écrans, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils considèrent qu'ils passent quand même trop de temps sur les écrans. Ils sont quand même 42% à penser ça, et ce chiffre est d'autant plus marqué chez les jeunes, puisque 37% des 18-24 ans estiment passer trop de temps sur les réseaux sociaux, et c'est encore pire si justement on est sur des écrans et sur des réseaux, parce que 67% des personnes qui passent au moins 5 heures sur leur téléphone et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., considèrent qu'ils passent trop de temps, et ce chiffre, il descend à seulement 36% si on n'utilise pas les réseaux sociaux. Eh bien voilà, ça y est, on change d'époque. La télévision n'est plus l'écran principal, c'est le smartphone aujourd'hui. Merci beaucoup Salomé Ferrari. Cela dit, c'est toujours devant la télé qu'on se retrouve peut-être en famille pour apprécier oui, difficile d'être sur un écran, sur un smartphone. C'est pas facile. À 5. Surtout sur un grand canapé. C'est clair. Salomé Ferrari, la rédaction de Tech & Co, 21h09. On va parler de New Space maintenant, de New Space Made in France, avec 3 startups que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et oui, nous allons parler des assises du New Space qui se déroulent actuellement, d'ailleurs à Paris, aujourd'hui et demain. Un événement majeur qui réunit les acteurs du spatial pour explorer et construire l'avenir de la nouvelle économie spatiale. Vous savez qu'on a la chance d'avoir de belles pépites dans ce domaine-là en France. Et on va en découvrir 3 qui sont avec nous. Nous avons Space Locker et Théophile Lagrollet qui est là. Bonsoir Théophile. Bonsoir François. Merci d'être avec nous Théophile. Pierre-Arnaud Coquelin est aussi en notre compagnie. Bonsoir Pierre-Arnaud. Bonsoir François. Cofondateur de WIR. Avec vous, c'est de la géolocalisation indoor. C'est bien ça? Exactement. Mais vous allez nous expliquer le rapport avec le spatial. Ah oui, parce que je suis déjà venu. Oui, vous êtes déjà venu, c'est vrai, je m'en souviens très bien. Il y a un an. Il y a un an. Et Nicolas Gaume est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. Très heureux de vous retrouver Nicolas. Vous êtes le cofondateur et CEO de Space Cargo Unlimited. Et vous avez une belle carrière dans la tech depuis... on va dire quelques années. C'est notre point commun. C'est notre point commun, en effet. Tu as commencé notamment dans le jeu vidéo dans les années 90. Exactement. Voilà. Et maintenant, donc, le spatial, qui est vraiment un secteur intéressant parce qu'on est dans des... Il y a beaucoup de choses très similaires à la tech des années 90. Une infrastructure publique qui se privatise, des usages émergents, des nouvelles opportunités. Alors l'idée de Space Cargo Unlimited, peut-être commencer par toi, Nicolas, c'est de développer des infrastructures européennes pour l'envoi de charges utiles en orbite basse terrestre avec réentrée ensuite atmosphérique. Alors, on fabrique une usine spatiale parce que l'environnement spatial permet de fabriquer des produits à très haute valeur ajoutée pour la Terre que l'impesanteur et certaines conditions de l'environnement spatial nous permettent de réaliser. Donc on envoie des unités de fabrication dans des domaines aussi divers que l'électronique, les nouveaux matériaux, les sciences de la vie, l'industrie pharmaceutique en particulier, l'agriculture. On fabrique en impesanteur et on ramène ce qu'on a fabriqué sur Terre auprès de nos clients. Avec bien 7 missions Ben2Box qui sont confirmées jusqu'en 2028. C'est quoi les missions Ben2Box? Ben2Box, c'est ce qu'on voit derrière, en fait, à l'intérieur de cette... Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran, derrière toi, François. Oui, on le voit. Donc, en fait, derrière ce bouclier thermique gonflable qui est fourni par un partenaire qui s'appelle Atmos, il y a un véhicule spatial, une capsule, qui fait 100 kg de masse et à peu près 240 litres de volume. Et on la voit là, à l'écran. Et cette Ben2Box, elle va accueillir à peu près 7 unités de fabrication. Alors, c'est des entreprises privées, des startups, des agences spatiales. On a annoncé aujourd'hui qu'on a été sélectionné par le CNES, l'agence spatiale française. Et toutes ces sociétés, ces institutions on va leur donner l'accès à l'espace. Pendant 15 jours, on va tourner en donnant de l'électricité, de l'énergie pour pouvoir faire tourner ces différentes machines. Et ensuite, grâce à notre partenaire Atmos, on revient, comme vous le voyez à l'écran, avec ce bouclier thermique gonflable. Voilà. L'idée, c'est qu'on va se poser à peu près au large des Açores avec un décollage qui sera assuré par SpaceX en partant des États-Unis. Alors, 80 engagements clients, un soutien de l'European Innovation Council de 12,5 millions. Ce qui est intéressant, c'est que tu es vraiment fan d'espace. Tu as toujours cette volonté aussi de créer des hôtels spatiaux. Moi, je me souviens, tu étais venu nous en parler il y a quelques temps. Oui, alors c'est une autre de mes entreprises, sujet, absolument. Mais qui est très intéressant. Un centre de formation à Cap Canaveral et on développe, avec le groupe Accor d'ailleurs, Philippe Stark à la conception. Donc effectivement, une grande passion spatiale. Qui est rentré très, très récemment, en fait, je crois, au fin de l'année dernière. Oui, ça
Mais je le redis, on est dans un moment très particulier de l'industrie spatiale. On va avoir mes collègues entrepreneurs ou quelque part un secteur qui était inaccessible aux entrepreneurs privés l'est devenu progressivement et où aussi on y trouve des innovations de rupture et des possibilités de faire la différence. Et tu le disais tout à l'heure, je crois que la France a vraiment des capacités assez remarquables. Nous sommes à Bordeaux en France, nous sommes au Luxembourg, qui est un petit pays qui bouge beaucoup sur ce domaine. Également en Italie, on travaille avec Thales Alenia Space, un partenaire de premier plan à qui on confie certainement de développement de nos systèmes spatiaux. Et c'est aussi cette combinaison entreprise spatiale historique et entrepreneur de la nouvelle génération qui permet vraiment de faire une dynamique assez remarquable. La démocratisation de l'espace, ça me permet d'enchaîner avec vous, Théophile Lagrollet, cofondateur et président de Space Locker. C'est un peu ça a été fondé fin 2002 et vous voulez démocratiser en fait le partage de satellites, c'est ça ? Tout à fait, 2022, on est un peu plus jeune que ça, mais en effet, on est spécialisé sur la démocratisation de l'accès à l'espace. Aujourd'hui, envoyer des capteurs en orbite, c'est extrêmement long, c'est complexe, c'est cher, c'est vraiment un chemin de croix. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de rendre cet espace beaucoup plus accessible grâce à des missions partagées. Donc en fait, notre spécialité, c'est qu'on va embarquer les capteurs de nos clients sur des missions de satellites tiers, à bord desquels on dégage un petit peu d'espace et on fait un petit peu comme un Airbnb du satellite. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas moi, une grosse boîte qui envoie un satellite, une grosse boîte ou pas forcément d'ailleurs, sauf que vous vous dites, tiens, il me reste 1 kg, 500 grammes, est-ce que je peux mettre ce capteur, cette technologie embarquée, qui sera autonome finalement ? Alors exactement, en fait, nous on travaille avec tout type d'acteurs, donc on mentionnait par exemple Thales Alenia Space, ça fait partie de nos partenaires, mais on travaille avec tout type d'hébergeurs, on travaille vraiment sur tout ce qui peut voler en orbite basse, haute, etc. Et notre spécialité techniquement c'est de faire l'interface entre le véhicule hébergeur et nos clients, puisque un des enjeux en fait quand on fait ça, c'est de développer ce qu'on vulgarise comme étant le port USB du satellite qui permet de brancher ces capteurs à bord et de faire de l'observation de la Terre, de la télécom comme on va en parler juste après, mais voilà, tout un cas d'applications qui sont en train aujourd'hui de révolutionner le spatial et notre enjeu c'est de rendre ces missions plus simples, plus rapides et plus durables. Et quelles sont les fonctionnalités justement que peuvent apporter ces capteurs qui pourraient être sur ces satellites ? En fait, nous on a un rôle d'infrastructure, donc on est extrêmement transverse, on travaille avec tout type d'applications, mais quand on regarde le spatial et qu'on prend un pas de recul, on voit 3 types d'applications majeures. On voit l'observation de la Terre. On observe aujourd'hui la Terre sous toutes ses coutures pour faire énormément de choses. Notamment avec une couche d'IA dessus pour... Voilà, de plus en plus. Nous, on héberge énormément d'applications. En fait, aujourd'hui, on a déjà une première mission avec 3 clients qui tournent. On en a 5 qui viennent. On a une vingtaine de clients qui sont prêts à embarquer pour l'orbite basse principalement. Et en fait, on voit toute cette innovation arriver. Et donc, on voit notamment, par exemple, l'IA sur l'observation de la Terre. On voit les télécoms. On voit des acteurs extrêmement intéressants sur le positionnement de précision, sur des sujets qui deviennent d'actualité en ce moment. Et il y a toute une partie science et défense qui est en train de redevenir quelque chose de très important dans le spatial également. L'actualité, c'est que vous avez passé un partenariat avec Skynopy, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on a besoin d'énormément de bandes passantes pour descendre la donnée que génèrent nos clients. C'est un élément qui est clé dans le spatial. Et aujourd'hui, Skynopy, c'était un acteur qui est apparu sur la scène française il y a assez peu de temps et qui répond exactement à ce besoin-là. Et donc, on a travaillé très rapidement avec eux et ils équiperont notre prochaine mission sur justement la descente de cette donnée de manière rapide et sécurisée. C'est un peu la fibre qui vous manquait, c'est ça ? Vous passez de la DSL à la fibre, c'est ça ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. La télécommunication, ils ont des stations terrestres, c'est ça, pour réceptionner vos données, c'est ça, pour les réceptionner plus rapidement ? En fait, ils ont un réseau de stations et de stations partenaires qui permet de prendre du temps d'antenne, entre guillemets, de communication un peu partout sur le globe et de descendre de la donnée dès qu'on en a besoin pour nos clients. Ce qui est très intéressant parce que nous, on a des clients qui viennent pour une infrastructure et donc qui ont des besoins qui peuvent évoluer au cours de la mission. Et ça, c'est extrêmement nouveau sur le spatial. Et justement, la combinaison avec le service de Skynopy nous permet de répondre à ce besoin qui n'était pas avant dans le spatial. Première, on va dire, preuve concrète de ce partenariat, c'est février 2026. C'est ça. C'est ça. Février Qu'est-ce qui 2026. va se passer en février 2026 ? Février 2026, on envoie une mission avec 6 clients à bord qui donc sera connectée par Skynopy, qui va décoller sur une mission SpaceX, à bord de laquelle on fait voler tout un tas d'acteurs du spatial européen mais mondial également, qui volent sur une de nos missions. Voilà, avec notre technologie. SpaceX, le mot est lancé, c'est compliqué de se passer de SpaceX aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lanceur de référence, mais l'Europe a beaucoup d'entreprises, notamment en France, où on a de très belles sociétés qui sont bien sûr. des solutions. Après, il y a Ariane, bien évidemment. C'est le
partenaire incontournable. Nous-mêmes, on vole avec SpaceX. Et voilà, on n'a pas beaucoup de choix aujourd'hui. Je crois que c'est 150 lancements par an. Enfin, c'est à peu près un tous les 2 jours. Ça a été un catalyseur en fait, de l'accès au spatial. On est en train de reprendre la relève en Europe. C'est extrêmement important de le mentionner. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur dans le spatial, on est dépendant de SpaceX et c'est en train de changer, mais doucement. Pierre-Arnaud Coquelin, donc cofondateur de Weir, vous étiez venu effectivement nous parler de votre solution il y a 1 an, solution de géolocalisation indoor. Expliquez-nous ce que vous faites sur Terre et après ce que vous imaginez dans l'espace. Oui, c'est ça, on fait de la géolocalisation indoor. C'est comme le GPS. Le GPS, ça ne rentre pas à l'intérieur, ça ne traverse pas un mur, ni même des feuilles ou une main. Mais on le voit, c'est-à-dire quand on prend un tunnel, Waze, il est là, c'est plus trop. Exactement. Voilà. Et donc le GIGN en intervention dans un bâtiment, c'est le même problème, ou plus simplement des machines localisées dans une usine de Renault, par exemple, on ne peut pas les localiser avec le GPS. Donc nous, ce qu'on fait, c'est résoudre ce problème. Donc au début sur Terre, en installant 4 antennes aux 4 coins par exemple d'un site industriel qui peut faire jusqu'à 1 km par 1 km, donc 100 hectares. Ces antennes émettent des ondes et si on a un capteur WIR, on est localisé à 1 mètre près en recevant les 4 antennes. C'est-à-dire que l'appareil qui doit être localisé à ce capteur WIR, et il va se trianguler, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. La triangulation ? Triangulation, exactement. Voilà. Un mot un peu barbare, mais qui veut dire que finalement, les 4 émetteurs, grâce à des procédés mathématiques, arrivent à retrouver la position exacte de l'objet en question. C'est ça. Alors ça sert à traquer soit des objets, justement, donc par exemple des plateformes mobiles, des robots, soit des travailleurs isolés ou des personnes. Ça localise à 1 mètre près et ça traverse jusqu'à 50 mètres de béton. Donc ça, c'est ce qu'on a inventé au départ et c'est une solution terrestre. Et alors pourquoi on est là pour parler du New Space ? Alors juste avant d'expliquer le New Space, est-ce que vous êtes déjà dans des usines ? Est-ce que ça marche, votre système ? Est-ce que vous avez déjà des clients ? Est-ce que le système marche ? Oui. Est-ce qu'on a des clients ? Oui, oui. Par exemple, on a signé EDF ou Total. Donc Total, c'est le cycle de gaz de Lac près de Pau. Et EDF, c'est un test à la R&D et puis une centrale nucléaire. Et vous avez levé 11 millions d'euros en 2023 et vous êtes basé à Montpellier. Exactement. Et l'espace alors ? Alors l'espace, c'est la suite de l'histoire. En fait, à la base, cette technologie, donc, elle est terrestre et c'est la seule technologie qui traverse les murs. Là, à partir de là, on avait 2 solutions. Première solution, on déploie comme SFR, Bouygues ou Orange des antennes partout en France pour couvrir le territoire et offrir un tracking indoor sur tout le territoire. Mais en fait, au même prix et avec le New Space, au lieu de déployer la France avec des antennes terrestres, on peut déployer le globe avec des satellites en orbite basse. Donc nous, il nous en faut à peu près 300. Avec 300 satellites en orbite, on appelle LEO. C'est un système qu'on appelle LEO PNT pour Positioning, Navigation and Timing. On a une couverture globale du monde finalement avec une émission WIR et donc un tracking indoor-outdoor. En fait. Ah oui, donc vous devenez un GPS, c'est ça ? Exactement. Qui marche à l'extérieur comme le GPS ou Galileo, etc. Sauf que votre technologie arrive à traverser les murs, c'est ça ? C'est exactement ça. Fonctionne à l'intérieur ? Exactement. Donc, en fait, comment vous faites ça ? Alors, c'est la nature des ondes en elles-mêmes. Donc, c'est des ondes en basse fréquence, on appelle ça s'appelle de la VHF. C'est-à-dire que là, ici, dans ce studio qui est complètement couvert... On serait parfaitement localisé à 1 mètre près, donc on pourrait globalement nous localiser... Parce que malgré tout, les ondes arrivent à traverser le bâtiment, etc. Oui, jusqu'à 50 mètres de béton. Et ça marche aussi bien sur Terre que dans l'espace. Donc voilà, pour finir, on a lancé du coup notre programme spatial, il y a maintenant 1 an. D'ailleurs, notre toute première gateway est embarquée... par mon voisin de gauche. Voilà. Ah oui, il est gentil. Il est très sympa. Vous êtes accroché à l'un de ses satellites, c'est ça ? On s'est mis dedans. Voilà. C'est ça. Et ça sera ce qu'on appelle l'IOV, c'est-à-dire le premier SAT en orbite en 2026, les 5 suivants en 2028 et une constellation complète en 2030. Et le but final, vous l'avez bien compris, c'est d'être le remplaçant entre guillemets du GPS et donc d'être dans l'iPhone en 2030. Waouh, c'est très ambitieux quand même, on est d'accord, Pierre-Arnaud, moi je vous le souhaite, mais y a Galileo, il y a déjà le GPS, il y a d'autres systèmes concurrents en Chine notamment. Quelle va être votre... La plus-value, c'est le fait que vous puissiez géolocaliser à l'intérieur, c'est ça ? Ouais. En fait, parce que à l'outdoor, vous êtes aussi précis que le GPS ou Galileo, par exemple ? Un peu plus précis, mais à la limite, ça va pas. Enfin, le GPS est à 2,50 m, nous on est à 1 mètre, mais on va dire que ça ne justifie pas le fait de payer puisque le GPS est gratuit. Oui. Par contre, sur l'indoor, au niveau global, il n'y a aucune solution. Et c'est là où on a une valeur ajoutée forte. D'accord. Et par exemple, est-ce que mon iPhone que j'ai acheté est compatible avec votre technologie ? Là, il ne sera pas. Mais il faudra repasser à l'Apple Store en 2030. Vous n'êtes pas cool, monsieur. 2030 ? Ouais. François adore passer à l'Apple Store. Il ne faut pas mentir. Ouais, j'adore, mais mon portefeuille un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Nicolas, c'est cool de voir toutes ces boîtes ces jeunes sociétés qui travaillent entre elles et créent une espèce
d'émulsion, c'est chouette. Clairement, mais moi je retrouve les sensations en tant qu'un peu plus vieux, alors peut-être qu'on a le même âge, mais plus vieux que Timothée, c'est certain, de cette effervescence où on a à la fois les grands acteurs qui aussi ont compris que c'était important de travailler avec ces entreprises innovantes, beaucoup d'étudiants qui sont, il y en a d'excellentes écoles sur le sujet spatial et tous les sujets qui sont connexes au spatial, et des entreprises, on a aujourd'hui plus d'une centaine de startups en France qui ont vraiment des choses à faire, des choses à dire, avec des cas d'usage très variés. Hein. On est sur des domaines très, très différents. Qu'est-ce qu'on pourrait stocker en fait dans vos cargos, dans vos space cargo? Vous avez une idée déjà ou pas? Alors moi j'ai plus de 80 clients, donc aujourd'hui j'ai une petite idée de ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors moi, l'impesanteur c'est quelque chose dont on peut pas. L'apesanteur on peut pas s'en extraire sur Terre. Donc on n'a que dans l'espace qu'on a cette chute libre permanente. Les choses les plus simples à comprendre, c'est des alliages. Si vous faites un alliage sur Terre, vous mélangez deux matériaux, le plus lourd vers le bas, le plus léger vers le haut, vous n'avez pas un alliage parfait. C'est la gravité. Vous faites la même chose dans l'espace, vous avez un meilleur alliage. Vous voulez fabriquer de l'électronique, par exemple, vous avez besoin de beaucoup d'énergie, vous avez besoin de vide, vous avez besoin de zéro absolu. L'espace vous le fournit naturellement. Mais excusez-moi, je vous coupe avec votre histoire d'alliage, mais au bout d'un moment, il revient sur Terre, l'alliage. Alors c'est ce que je fais moi, donc mon véhicule, il revient sur Terre mais à ce avec moment-là, ce qui a été fabriqué. Avec la gravité. Il est fabriqué, non. C'est la fabrication qui est importante. Qu'on fait dans l'espace. En fait, on utilise l'environnement. L'alliage ne bouge plus à partir du moment où il a été conçu. De la même façon, on a des médicaments. Quand il n'y a pas de pesanteur, il n'y a pas de convection. Donc on peut faire de la cristallisation de protéines, par exemple, pour faire de la recherche et du développement de médicaments. Il y a des phénomènes qui vont beaucoup plus vite. On peut pas recréer. On peut recréer. On peut le faire pour quelques secondes dans des vols 0G, donc des vols qui font des vols paraboliques. C'est pas possible. Mais plus de quelques secondes, non. Et là, nous, on a besoin d'impesanteur pour des heures, des journées, des semaines. Donc, les premiers vols que nous faisons sont des vols de 2 semaines. Ça permet de fabriquer beaucoup de choses. Et nos vols à terme, parce qu'on développe un véhicule très ambitieux, ça sera des vols de 2 mois. Donc, on aura l'occasion de fabriquer beaucoup de choses en espace. Ça veut dire qu'il y a des ingénieurs d'exception qui partiront, qui seront dans cette... Alors, la caractéristique... Il y aura des robots? Comment ça va fonctionner? Tout est robotisé. Aujourd'hui, les êtres humains vont sur notamment la Station spatiale internationale. Oui, ça, on gère. On gère. Et on y fait beaucoup de recherche. Et en fait, tout ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est d'être sortir de cette recherche pour passer à l'échelle industrielle. Donc, on élimine l'être humain parce qu'un être humain est très fragile dans l'espace, et quand vous partagez, comme sur la station spatiale, votre énergie, votre atmosphère avec des unités de fabrication, bien les unités de fabrication coûtent littéralement 100 fois plus cher, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient un danger pour Thomas Pesquet, Sophie Adno ou aucun de nos astronautes. Donc notre parti pris, nous qui avons fait 3 vols, dont 2 sur la station spatiale, on a vu qu'on avait vraiment besoin d'une solution automatisée, et comme elle n'existait pas, on a décidé de la fabriquer. Et c'est pour ça que Space Cargo et la méthode fabriquent Rêve One, la première usine spatiale pour la Terre. C'est une idée exclusive, Nicolas Gaume, ou est-ce qu'il y a déjà, on va dire, des projets, on va dire, concurrents? Oui, alors on a un gros concurrent américain, il y a quelques belles entreprises européennes qui se développent. D'accord. Je pense qu'on a commencé tôt, on a commencé en 2014, on a fait un premier programme de recherche sur l'agriculture, on a développé 2 variétés de vignes plus résistantes aux évolutions climatiques, parce que stressé en tant que Bordelais, c'est obligatoire. En tant que Bordelais, c'était une évidence. On a financé ça de manière un peu originale en faisant vieillir des bouteilles de vin de Bordeaux sur la station spatiale. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs. Absolument. Et cette vigne-là, on en parlera à la rentrée, j'espère avec vous François, mais on a signé nos premiers clients, ce qui fait de nous la première entreprise commerciale au monde qui a fait des missions entièrement financées par de l'argent privé jusqu'au moment de commercialiser. Et entre nous, un vin qui était dans l'espace, il est bon ou pas? Alors, il est différent. C'est sans doute pour ça qu'on a pu les vendre très, très bien avec Christie's, et ça finançait le démarrage de notre entreprise. Okay. Avant qu'aujourd'hui, et on en est très honoré, l'Union européenne nous reconnaisse, comme ils l'ont fait récemment avec le fonds d'innovation EIC, qui nous amène quelques financements pour nous permettre de continuer nos développements. Voilà. Et puis la prochaine fois, vous viendrez, Nicolas, vous nous raconterez ce campus Space Flight Gateway. Absolument. Qui devrait arriver en 2027, qui est un sujet qui, moi, me fascine. Et que voilà, vous menez de front avec tous ces projets. Et oui. Il faudra qu'on en parle un jour. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les 3. Donc, les assises du New Space, vous y serez demain aussi, ou ça y est, c'est les vacances? Pour moi, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Intéressant de rencontrer toute cette... tous ces potentiels partenaires. Ouais. Moi qui suis une novice dans le New Space, ça fait un bon tour d'horizon français. Très bien, Théophile, pareil? Nous, c'est un écosystème qu'on connaît très bien, et ça permet de consolider un écosystème français qui est en croissance d'une manière absolument fabuleuse. Donc c'est essentiel, et on y sera demain, on tiendra le bastion encore pour continuer à faire
de cet écosystème spatial français une réussite à travers le monde. Nicolas ? Je n'ai pas mieux à dire que Timothée. Ouais. On a des associations remarquables qui s'engagent. L'Alliance New Space qui réunit toutes les startups du spatial en croissance. Le GIFAS qui est l'acteur traditionnel qui réunit les grands et puis les startups. Et on a cette vivacité qui se réunit et c'est vraiment extrêmement énergisant. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Théophile Lagrolet, cofondateur et président de Space Locker, Pierre-Arnaud Coquelin, cofondateur de Weir, et Nicolas Gaume, cofondateur et CEO de Space Cargo Unlimited. Eh bien voilà, ce Tech & Co, la quotidienne, est terminant ce mardi soir. On sera là bien sûr demain. D'ici là, les replays, les podcasts de cette émission qui vous attendent. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous regarder. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, la nouveauté, c'est que dorénavant, vous pouvez retrouver le replay de Tech & Co sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Bien pratique pour, par exemple, nous regarder sur la télé ou sur n'importe quel écran d'ailleurs. On sera là demain, mercredi, dès 20h. D'ici là, très très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.